Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter les Émirats arabes unis pour le succès de ce 10e Forum mondial sur la gouvernance qui marque l'esprit de résilience mais aussi de réussite du pays, et remercier le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ainsi que le Premier ministre et émir de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid, et toutes les altesses, et saluer également tous ceux qui ont pris part à ce forum important. Pour ce qui concerne l'Afrique, vous l'avez dit, nous constatons que la gouvernance mondiale n'est pas équitable, en ce sens que les règles qui gouvernent le monde sont des règles qui ont été fixées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2/3 des membres des Nations Unies n'étaient pas encore des pays indépendants. Or, ce sont les mêmes règles qui continuent à gouverner le monde aujourd'hui. Ce qui prouve qu'il y a une injustice. Et l'Afrique, malheureusement, est le continent qui a le plus subi cette injustice, puisque tout un continent est absent de l'organe principal du Conseil des Nations Unies, qui est le Conseil de sécurité, qui a en charge la gestion de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous nous battons depuis des décennies. De la même façon, nous nous battons pour également changer les règles des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, et nous nous battons aussi pour que l'Afrique soit présente en qualité de membre permanent dans le G20. Et ce combat, je l'ai mené avec l'Union africaine à partir de l'année dernière, grâce quand même à la sensibilité des pays membres du G20. Ils ont accepté pour l'essentiel ils ont accepté la candidature de l'Afrique, qui sera donc portée et validée lors du prochain G20 en Inde. Et les grands pays du G20, les 5 membres permanents déjà ont donné leur soutien actif à l'Afrique et l'ont rendu public, plus donc ces 5 membres permanents, on les connaît, il y a la Chine, dans l'ordre chronologique, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, et donc le 5e pays, c'est aussi, il ne faut pas que j'en oublie, hein, États-Unis, France, UK, Chine et Russie. Ces pays ont soutenu plus 5 autres pays membres majeurs du G20, dont l'Arabie saoudite, la Turquie, le Japon et l'Union européenne à travers le Conseil européen. Donc il nous reste à obtenir le soutien d'autres membres, mais ce sera acté. Mais le combat continue sur le Conseil de sécurité et sur les institutions de Bretton Woods. Donc l'Afrique, continent qui doit prendre une part importante dans le concert des nations, doit aussi avoir sa part réelle dans les prises de décision. Thank you very much for that, Mr. President. Because we have 10 minutes, we have to completely rush into the big topics. And I want to talk about the power access that could be changing and shifting. I think it is very well known that most of African countries chose to remain neutral with regards to the Russian war in Ukraine. And there's a lot of talk around the criticism that followed that, specifically from the West and the United States. What is your stance at this point in time around the shifts in power and where Africa is going to settle with regards to what we're seeing? Because there's a lot of concern, there's going to be global polarization. Perhaps that is already playing out. Oui, c'est toujours le même problème. Vous voyez bien que la guerre en Ukraine a entraîné des positions différentes et diverses dans le monde. Mais on s'attarde toujours sur la position africaine. Or, cette position, elle est simple, l'Afrique veut la paix. L'Afrique est pour la paix. Et donc, l'Afrique n'a pas à s'aligner ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine. C'est ça qui a été notre position dès le départ. Notre position, c'est que la guerre est mauvaise. Et nous le savons sur le continent, nous avons vécu des guerres. Nous vivons les conséquences de la guerre, même en Ukraine, sur notre continent, directement, sur la rupture des chaînes d'approvisionnement, sur la cherté des produits, y compris les produits pétroliers, etc., sur l'accès aux vivres, l'accès en particulier au blé,
et surtout aux fertilisants. Donc notre position, ce n'est pas certainement d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est d'abord de tout faire pour que cesse cette guerre, ensuite de travailler avec toutes les parties pour rebâtir en tout cas un nouveau monde qui nous éloigne de la guerre, puisque en Afrique nous vivons malheureusement la guerre contre la famine, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre les changements climatiques. Nous avons assez de guerres sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de souteneurs. Donc notre combat, c'est vraiment la survie et le développement de l'Afrique et non pas de nous aligner sur telle ou telle position. You actually met with President Putin to discuss food security, with grain exports being halted out of Ukraine. We saw the needle moving on that. You have as well been vocal on how the Russian war in Ukraine has actually exacerbated food insecurity on the continent. I want you to tell me a little bit about that conversation, because during a press conference you said that President Putin said that Russia will always support the continent. And there's a clear alliance, right, between African countries and Russia, one that is long-standing. Oui, bon, ma discussion avec le président Poutine remonte déjà au mois de juin. Ça veut dire que, bon, elle est devenue ancienne. Yeah. Mais à l'époque, évidemment, il était important pour nous de lui dire, de prendre conscience que cette guerre avait des conséquences directes sur le continent. Surtout sur l'absence de fourniture de graines, notamment de blé, que ce soit le blé venu d'Ukraine ou que ce soit surtout les fertilisants venus de Russie. Donc nous souhaitions qu'il puisse faciliter l'exportation des graines ukrainiennes, surtout à partir de la mer d'Odessa. Il avait pris l'engagement. Je me suis réjoui lorsque 1 mois ou 2 mois plus tard, avec le secrétaire général des Nations Unies et la Turquie, ils ont pu finaliser l'accord d'Odessa sur l'exportation des graines d'Ukraine. Mais au-delà de ça, nous avons travaillé aussi avec la partie des pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, sur le fait que cette guerre nous a causé beaucoup de difficultés et que les États-Unis travaillent présentement avec l'Union africaine pour nous permettre d'avoir accès au marché des graines sur les conditions normales du marché et non pas en suivant les spéculations liées à la guerre. Tout comme avec l'Union européenne, des facilités sont en cours pour lever toute contrainte par rapport à l'achat d'engrais et de fertilisants à partir du marché russe. Alors cela dit, je pense que nous continuons aussi nos efforts de médiation, mais une médiation sans gros moyens, mais c'est notre volonté que nous avons pour amener les deux parties et ceux qui soutiennent les uns et les autres à vraiment travailler pour la paix parce que le monde en a besoin. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un schéma de sécurité alimentaire avec les États-Unis d'une part, mais l'Afrique elle-même s'organise pour produire davantage. Et nous venons de faire une grande rencontre à Dakar, Feed Africa, Nourrir l'Afrique et la résilience, et nous avons mobilisé 32 milliards de dollars, 32 billions, pour justement, dans un délai de 5 ans, rendre l'Afrique autonome en matière de céréalière. I think one of the biggest conversations, frankly, since I started my career was the overpricing of risk when it comes to the African continent and just how much the premium that African countries have to pay when accessing capital. And this is something that hasn't moved significantly enough. What do you think needs to change in the international monetary system to actually price risk according to the realities on the ground? Ce qui doit changer, c'est ce que je dis, c'est la perception. D'abord, l'Afrique n'est pas en réalité un endroit où le risque est supérieur aux autres continents. Ceux qui investissent en Afrique et qui ont eu le courage de venir le savent très bien. Et ils ont un retour sur investissement. Parfois un retour beaucoup plus important que dans d'autres parties du monde. Demandez à DP World, nous sommes dans son pays. DP World est au Sénégal chez moi depuis plus de 10 ans, 15 ans, et ils sont présents ailleurs sur le continent. Et ils viennent de décider de co-investir avec l'État du Sénégal sur un projet d'un port en eau profonde de plus de 800 millions de dollars américains. Et il y a d'autres sociétés qui sont sur place. Mais ce qui renchérit l'investissement en Afrique et rend la destination chère,
ce sont les notations sur les pays, sur le risque des pays. Alors, les gens s'appuient plutôt sur des impressions et sur des perceptions de risque et notent l'Afrique comme un pays à risque. Ce qui fait que les assurances exigées qui doivent être couvertes rendent le crédit et l'investissement trop cher en Afrique. Et c'est ça notre combat, puisqu'en réalité, l'Afrique paye ses dettes, l'Afrique respecte ses engagements. Je ne vois pas pourquoi on doit nous noter toujours derrière tous les autres, alors que la réalité est autre. Donc, c'est le combat encore pour lequel nous nous battons pour être au G20, pour apporter la parole de l'Afrique sur ces agences de notation qui ne tiennent pas compte tellement de la réalité exacte du continent, mais qui sont toujours dans la perception. Parfois, c'est des questions même, j'allais dire, sociologiques ou linguistiques qui interviennent sur la Sorry, Mr. notation. President, do you think the problem lies with the development institutions that are mispricing risk as well? Because we have seen a big shift, a big effort to create African developmental institutions that understand the continent better, they understand the metrics better, but they're not big enough in scale, right? That's the issue. Non, le problème, c'est la méthode. C'est-à-dire que ceux qui nous notent lorsqu'ils viennent, d'abord, voient même rarement les gouvernements. En général, on va voir la société civile, on va voir les acteurs qui ne sont pas des acteurs centraux pour prendre leur perception de leur propre gouvernance. Et c'est sur cette base que les notations sont faites. Alors ça, je pense que c'est peut-être utile, mais ce n'est pas le plus important dans un pays. Dans un pays, il faut aller vers l'économie réelle, vers les potentialités réelles, vers l'existant. Mais on ne peut pas noter simplement les pays parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de démocratie ou bien parce que la société n'est pas assez ouverte, parce que les pays ne sont pas d'accord pour changer leur législation dans tel ou tel sens, alors qu'on doit respecter avant tout la souveraineté des États, on doit respecter la souveraineté des Africains, on doit juger l'Afrique sur ce qu'elle fait et non pas sur ce qu'eux pensent que l'Afrique fait. Tout le problème, il est là. C'est un problème de perception qui est difficile à enlever sur la tête des gens. Parce qu'évidemment, c'est normal, depuis 4 siècles, 5 siècles, l'Afrique a beaucoup subi. Et aujourd'hui, malgré ses efforts, on voit bien qu'il y a toujours des facteurs qui bloquent le décollage de l'Afrique, alors que l'Afrique a le potentiel, avec ses 30 millions de kilomètres carrés de superficie, c'est 65% des terres arables du monde sont en Afrique, avec les fleuves que nous avons, avec la main-d'œuvre que nous avons, 1,4 milliard d'habitants. Il est possible de développer du capital qui se fructifie pour le bénéfice des investisseurs et pour le bénéfice du continent. Donc, il faut juste une volonté politique majeure et évidemment une communication positive pour faire de l'Afrique une partie du monde où le business se fait et l'Afrique pourra jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Senegal will be producing its first oil and gas this year. Fantastic, congratulations. 2.5 million barrels of reserves, correct? I want to talk about this in the context of the climate agenda, because there is a disconnect between the developmental needs of the continent. The continent, by the way, is on a very hard push to industrialize, wanting to use its natural resources, and then you have the climate issue as a big threat. How are you going to balance those two? Right? Because everyone's trying to get out of oil and gas. Yes, les deux sont alliables. On peut les allier parfaitement et en harmonie, et nous y sommes. Je suis heureux que le Sénégal puisse, à compter du dernier trimestre de l'année 2023, commencer sa production en gaz et en pétrole. Cela va évidemment apporter un changement dans l'économie du pays. Mais au-delà du Sénégal, je veux dire que l'Afrique s'est pleinement engagée pour le climat. Lors de la COP 21 à Paris, nous avons été vraiment les défenseurs de cet accord. Et nous travaillons pour que l'augmentation de la température de la planète soit maîtrisée. Et nous payons l'effort pour cela, puisque en Afrique, si je prends le cas du Sénégal, nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 31% de notre énergie, elle est renouvelable. 31%. Très peu de pays l'ont réalisé.
Mais nous ne pouvons pas comprendre que malgré ces efforts, qu'on nous dise, à cause du climat, renoncer aux énergies fossiles. Alors que nous avons la moitié de la population africaine, précisément 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore But it's an existential accès. threat, right? It's a global existential threat. Oui, c'est un And you're going absolument. to increase your greenhouse gas emissions. Nous allons exploiter nos ressources naturelles pour l'accès universel à l'électricité, pour la compétitivité économique, mais au même moment, nous développons les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, l'hydraulique. Nous le faisons et nous allons amplifier cela. C'est pourquoi nous disons pour l'Afrique, il faut une transition énergétique juste et équitable. Et nous travaillons avec certains partenaires pour un JETP qui soit maîtrisé dans le temps. Donc, oui, faire encore du renouvelable, mais quand même utiliser nos ressources naturelles comme tout le monde l'a fait. D'ailleurs, ceux qui nous le disent, quand vous voyez bien, lorsque la guerre en Ukraine, sont toujours tous retournés au charbon, qui est l'énergie la plus polluante, sont tous retournés au fuel, donc aux énergies fossiles. Alors, donc, il ne faut pas qu'on nous dise, nous les Africains, non, attendez, le climat est là, donc renoncez à tout ça, et puis allez vous occuper d'énergie renouvelable. C'est un jeu qui ne peut pas prospérer. Mais déjà, comme je dis, nous travaillons vraiment pour une transition juste et équitable, pour un climat, mais d'abord, il faut qu'on valorise aussi notre pétrole, notre gaz, bien sûr, comme tout le monde l'a fait jusque-là. Mr. President, there is a heavy dose of reality when energy security is threatened. I think we've seen that playing out in Europe, and there's major hypocrisy. We've all witnessed it. Your Excellency, thank you very much for your time. Always a pleasure to see you. Pleasure. Thank too. you, and It's all time a pleasure. we'll Thank you see very you again much. very soon. Thank you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, thanks for joining us.